Je vais commencer tout doucement. Je vais de nouveau vous saluer tous, vous dire bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont ici à Yaoundé. Nous sommes une petite dizaine. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne également. Moi, je suis Guillaume Soto, je suis le fondateur du cabinet Shaori, qui fait dans la transformation digitale. Et j'ai créé, il y a un peu plus d'1 an maintenant, les IAPERO, donc l'événement d'aujourd'hui. Ces IAPERO, c'est un événement parce que j'avais envie de discuter avec les gens sur le thème de l'IA. On voit que l'IA prend tous les parts de notre vie, que ce soit dans le contexte professionnel, dans le contexte personnel ou politique. Bienvenue aux gens qui nous rejoignent. Et j'avais envie, du coup, de trouver un cadre où on pourrait discuter entre experts, mais également non-experts, puisque tout le monde est concerné par le sujet. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui me tient à cœur parce que c'est le premier projet que j'ai développé sur l'IA. C'est autour de cette question de savoir comment les organisations internationales qui produisent des documents, des connaissances, vont pouvoir, grâce à l'IA, la rendre accessible au plus grand nombre. Alors, pour traiter ce sujet aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Fanuela Danjeng de WRI. Ouais. Bonjour Fanuela. Bonjour Guillaume. WRI, c'est le World Resource Institute, c'est une ONG internationale américaine de protection de l'environnement et qui s'engage à produire des connaissances. Et aujourd'hui, Fanuela va nous présenter un outil qui a été développé par WRI, le Global Nature Watch. Donc c'est ça, tu vas nous présenter cet outil, Fanuela. Tout à fait. Ok. Je vais donner la parole à Fanuela tout à l'heure. Avant de commencer, je voulais poser un peu le sujet et justement expliquer pourquoi ce thème est important. Donc, je vais commencer par une petite présentation et après on ira voir l'outil que nous propose Fanuela. Alors j'ai appelé ça le savoir enfermé. Il faut savoir que 31% des rapports que la Banque mondiale produit et met à disposition sur son site internet ont 0 téléchargement. C'est pas 3 ou 4 ou une centaine, ce qui serait déjà faible, c'est vraiment 0 téléchargement. Ça veut dire que personne, pour 31% de ces rapports, ne va aller chercher cette information. C'est-à-dire que l'information est littéralement perdue. Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas lue par des personnes, parce que j'imagine que les acteurs concernés, peut-être quelques dizaines ou quelques centaines de personnes, vont accéder à ce rapport. Mais il faut savoir que ce sont des rapports qui coûtent des dizaines, probablement plutôt des centaines de milliers de dollars, si ce n'est pas des millions de dollars, et qui restent, l'équivalent, c'est des étagères à prendre la poussière. Donc ça, c'est assez énervant déjà. La deuxième chose qui est énervante, c'est que nous, tout chacun, la société civile ou les entreprises, on a besoin d'informations. Et quand on va chercher ces informations, du coup, on va aller sur Google ou alors de plus en plus sur une IA. Mais on n'aura pas immédiatement accès peut-être à ce rapport. Si on sait qu'il y a un rapport de la Banque mondiale, on veut avoir de l'information sur la Banque mondiale, on va aller sur le site de la Banque mondiale et on va se retrouver face à des centaines de rapports. Il va falloir déjà qu'on trouve quel est le bon rapport qui peut nous intéresser. Le rapport va faire 200 pages. Il va falloir lire 200 pages pour savoir est-ce qu'il y a l'information importante pour moi. Est-ce qu'on est capable de comprendre cette information ou est-ce qu'elle est formulée de manière compliquée? Peut-être qu'on n'a même pas la langue pour comprendre l'information, parce qu'ils seront souvent en anglais, tout le monde n'est pas anglophone. Donc, on est dans une situation ubuesque où on a d'un côté énormément de contenu de qualité, parce que c'est des rapports faits par des experts qui ont été encadrés, qui ont mis beaucoup d'argent à le faire, que personne ne regarde. Et de l'autre côté,
on a un raz de marée d'informations parce qu'on est submergé d'informations sur les réseaux sociaux ou autres, mais évidemment de mauvaise qualité. Je vous éviterai tout ce qui est fake news, approximation et autres. Donc ça, c'est la situation. Face à ça, que peut faire l'IA? Alors, les IA qu'on utilise au quotidien, peut-être ChatGPT ou peut-être Claude ou Gemini, ont été entraînées. Peut-être qu'elles ont été entraînées d'ailleurs avec ces données. Mais malheureusement, ces données se mélangent avec les données de tous les autres rapports. Moi, souvent, l'entraînement des IA, j'aime présenter ça un peu comme une soupe. On a mis plein de légumes et après, on a tout mixé. Et quand on goûte la soupe, on ne sait pas retrouver quel légume vient d'où. Donc, quand vous allez interroger l'IA, elle va vous répondre un peu cette soupe où il y a peut-être des choses très intelligentes et peut-être des fake news qui ont été mélangées. Donc, utiliser l'IA directement avec les outils classiques qu'on utilise au quotidien, ça ne va pas très bien marcher. Par contre, il y a une solution. Et donc, les organisations peuvent s'emparer de cette solution. La solution, c'est de se dire, nous qui produisons des données, au lieu juste de proposer le téléchargement des fichiers, on pourrait nous-mêmes organiser un chatbot alimenté par l'IA qui répond aux questions des utilisateurs. Et ce chatbot, il va faire quoi? Ce chatbot, il va faire deux choses. La première chose, c'est qu'il va fouiller immédiatement à travers des milliers de documents. Donc, il va pouvoir immédiatement vous dire est-ce que la question que vous vous posez trouve des morceaux de réponse dans des rapports ou l'autre. Il va récupérer ces informations qui vous intéressent. Et la deuxième chose qu'il va faire, c'est qu'il va vous les traduire. Il va vous faciliter la compréhension. Il peut trouver des informations en anglais, il va vous répondre en français. Il va vous, ou si c'est très technique, il va pouvoir parler dans un langage qui est plus adapté. Donc, il y a une possibilité d'utiliser l'IA, mais il faut que ce soit les organisations qui mettent cela en place. Donc ça, c'est formidable. Il y a de plus en plus d'outils, de façons de le faire. Il peut aussi y avoir quelques risques et quelques dangers. Il faut faire attention. L'idée est formidable. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous mettez un chatbot à disposition du grand public, vous en êtes un peu responsable. Et il y a deux choses dont on n'a pas envie, c'est de subir un bad buzz parce que notre chatbot a donné des informations inappropriées. Il y a plusieurs risques, je vais en citer deux rapidement. Le premier, c'est les biais. On sait que les organisations les IA sont parfois biaisées, mais il faut savoir que maintenant, c'est votre IA à vous, donc c'est vous qui devez vous assurer qu'elle n'est pas trop biaisée. Par exemple, on va vouloir s'assurer que l'IA va répondre de la même façon que vous soyez un homme ou une femme. Si vous demandez quelle est la solution pour gagner de l'argent pour un homme, il doit répondre la même chose si vous demandez quelle est la solution pour gagner de l'argent si je suis une femme. D'accord? Il ne doit pas dire si vous êtes un homme, pour monter un business, si vous êtes une femme, pour aller au champ. D'accord? Ça serait des biais. Donc, il y a plein de biais. Et souvent, ces biais, la façon de poser les questions peut induire des biais. Donc, par exemple, si quelqu'un pose la question « Est-ce que c'est vrai que les femmes éduquées sont plus infidèles que les autres ?» Là, il doit y avoir des flags, des détecteurs pour que votre IA identifie cela. Donc, tout ça, je le mets parce qu'en fait, il existe des outils pour se protéger de ça. C'est des outils qui sont très amusants. Ils vont proposer toutes les questions bizarres et biaisées et se rassurer que votre IA répond toujours de manière appropriée en respectant vos valeurs, votre charte éthique. Donc, il y a ces biais qu'il va falloir vérifier. Quelque chose d'un peu plus peut-être subtil, mais c'est le risque des mauvais usages. Si vous donnez une IA qui donne accès à plein d'informations sur les parcs, la conservation et les parcs et les aires protégées, il faut que ce soit utile pour la société civile. Il ne faut pas que ce soit utile pour les braconneurs qui peuvent poser des questions du style quelles sont les heures de passage des
des gardes forestiers ou quelle est la meilleure façon pour entrer dans le parc sans se faire voir. Donc là aussi, les mêmes outils sont capables d'identifier ce genre de risque parce que personne n'a envie de se dire que son IA a servi le contraire de ce pourquoi elle était faite. Donc voilà, ça c'était juste 2 petites idées pour montrer que quand on met à disposition des IA, il peut y avoir aussi des risques. Je vous ai parlé rapidement des chatbots que les organisations pourraient mettre à disposition. Mais il y a peut-être même une idée qui est encore plus simple, c'est ce qu'on appelle les connecteurs. C'est-à-dire que les organisations pourraient tout simplement proposer un tuyau vers leurs données. Un tuyau qu'elles vont maîtriser, et vers des données qu'elles maîtrisent et qu'elles acceptent de donner, évidemment. Et ce tuyau, on peut le connecter dans n'importe quelle IA. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà essayé, mais quand moi j'utilise Claude en ce moment, vous pouvez vous connecter à plusieurs connecteurs. Un des connecteurs que j'utilise, c'est vers Kindora. Et Kindora, c'est une base de données de tous les bailleurs, tous les bailleurs et organisations internationales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans aller ailleurs, en restant dans mon environnement, dans mon chatbot comme ChatGPT, à un moment, je peux juste poser la question et Kindora, ce bailleur-là, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce bailleur-là? Et à ce moment-là, l'IA toute seule va aller se connecter avec ce connecteur sur la base de données. Et donc, moi, ce que je rêve, ça serait que chaque organisation puisse fournir ses tuyaux et cet accès à leurs données aux IA, pour qu'à un moment, on puisse, sans aller chercher n'importe où, se dire, d'après la Banque mondiale, quelles sont les meilleures façons de lutter contre la déscolarisation scolaire en milieu sahélien pour les enfants de moins de 12 ans. Et quand on a la réponse, pouvoir dire, OK, et que dit la FAO de ça? Et à chaque fois, pouvoir accéder à tous ces rapports inaccessibles. Donc ça, c'est mon rêve. J'essaye d'y travailler. Donc, vous voyez, il existe des solutions au moment inclusives qui permettent de donner accès à tout un chacun, quelle que soit sa langue, son niveau, son bagage universitaire, d'accéder à des données de qualité. Mais pour ça, il faut mettre en place des choses. Et justement, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, on va accueillir un projet qui reprend ces idées-là, qui est un exemple de ce que je propose, qui est le Global Nature Watch, développé par WRI. Est-ce que j'ai raison? Tout à fait. Exact. Alors, je vais maintenant donner la parole à Fanuela. Alors, Fanuela, je vais reprendre mes notes pour ne pas dire de bêtises. Donc, toi, tu es une spécialiste de la surveillance forestière et tu accompagnes les acteurs du bassin du Congo à utiliser des outils de géodata et l'intelligence artificielle pour accéder à de l'information de qualité. Tout à fait. Est-ce que c'est ça? C'est exact. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu plus en profondeur et nous dire justement qu'est-ce que tu fais chez WRI? D'accord, merci Guillaume. Déjà, merci encore de nous avoir dans l'IAPIRO. Je suis Fanuela Ndianteng. Je travaille pour World Resources Institute, WRI. Bon, je ne vais pas représenter WRI encore une fois de plus. Mon poste à WRI, c'est en anglais, c'est Congo Basin Engagement Associate for Global Forest Watch. Donc, en français, on peut simplement dire que je sers de point focal pour l'engagement des acteurs dans le bassin du Congo, les acteurs, l'engagement dans l'utilisation de nos données, nos innovations géospatiales. Donc, vraiment, je sers ce rôle de point focal et d'intermédiaire entre les utilisateurs et les développeurs de nos outils. Donc, au travers des formations, des actions d'engagement, des dialogues. Donc, voilà, c'est un peu en résumé ce que je fais à WRI. Et du coup, cet outil Global Nature Watch, comment il intervient dans ton travail?
Donc, effectivement, Global Nature Watch, c'est une nouvelle innovation de WRI et qui se positionne comme une continuité de Global Forest Watch, pour ceux qui connaissent Global Forest Watch. Donc, Global Nature Watch, c'est un outil qui a été développé et qui est powered, ou bien qui est alimenté par les systèmes d'IA pour permettre aux acteurs tout publics de différentes catégories, que ce soit des spécialistes dans la foresterie, que ce soit aussi même un public qui n'a aucune connaissance. Donc, c'est un outil qui a été développé pour permettre à tous ces utilisateurs de pouvoir avoir des informations spécifiques dans leur langage pour leur permettre de suivre les changements qu'on a sur les forêts ou sur la nature de manière générale. OK. Et bien, du coup, je vais te proposer de nous présenter cet écran, de nous présenter, pardon, cet outil. Ouais. Donc, tu as une présentation. Tac. Je vais la mettre ici. Et je te donne la parole. Alors, mot de nom. Ah non, je ne présente pas le bon truc. Voilà, ça c'est pour nous. Voilà, ça c'est un peu mieux. D'accord. Je t'en prie. Oui, là, je vais juste avancer. D'accord. Merci encore, Guillaume. J'ai beaucoup aimé ta présentation, surtout ta conclusion lorsque tu as parlé des solutions. Comment l'IA aujourd'hui dans le monde peut être un outil très, très, très puissant pour résoudre les problèmes qu'on a dans le monde. Et c'est effectivement l'offre qu'apporte Global Nature Watch. Donc, le défi que Global Nature Watch essaye de résoudre, c'est ce défi dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, dont tout le monde parle. On parle aujourd'hui des crises écologiques. Bon, je ne vais pas faire tout un cours par rapport à ça, mais je vais quand même rappeler parce que c'est assez important. Il y a des inondations de plus en plus, il y a la perte des forêts, il y a le réchauffement climatique, il y a la canicule, il y a tout ça, tout ce qui arrive dans le monde entier lié aux pertes des forêts, lié au changement climatique. Et des gens se demandent que faire. Et que faire? On multiplie des conférences, on multiplie des dialogues pour trouver des solutions, mais à la fin, la question reste, une des questions très importantes reste, où est-ce qu'on doit agir pour pouvoir réduire le changement climatique, pour pouvoir réduire les effets du changement ou du réchauffement climatique. Donc, pour relever ces défis aussi, au même moment, il faudrait qu'on ait des politiques qui soient très adaptées et qui soient vraiment des politiques actionnables sur le terrain, parce qu'à la fin, les personnes qui souffrent le plus, c'est nous, ce sont les communautés et c'est toutes ces personnes qui vivent au quotidien leur vie normale. Et pour cela, pour répondre au problème, il faut savoir où est-ce qu'il se trouve le problème. Dans le premier changement climatique, on parle des forêts, mais où est-ce qu'on perd les forêts? Où est-ce que la nature est affectée, où les systèmes naturels sont affectés? Donc, c'est ça un peu la solution que Global Nature Watch essaye d'apporter. Et les efforts de surveillance des forêts aujourd'hui ont beaucoup porté des fruits grâce à tous ces systèmes qui sont mis en place pour surveiller les forêts. On voit aujourd'hui qu'il y a, dans certains pays du monde, il y a effectivement, grâce à ces efforts de suivi, il y a une réduction de la déforestation dans certains pays. Par exemple, au Pérou, il y a une localité au Pérou que grâce à des outils comme Global Forest Watch, ils ont pu réussir à réduire 50% de leur déforestation dans leur localité. Donc, il y a ces innovations technologiques qui sont là et qui aident et qui ont démontré un pouvoir d'aider à réduire la déforestation ou la perte des forêts. Dans le même temps, à WRI, nous avons aussi un hub qu'on appelle, je vais dire en langage simple, un centre qu'on appelle aussi là un Carbon Lab, qui aussi est tout un centre qui réfléchit à des développements technologiques, l'intelligence artificielle, et qui aujourd'hui, ils ont étendu la surveillance, pas que sur les forêts, mais à d'autres types d'écosystèmes, les écosystèmes naturels, les prairies naturelles. Donc, ce que Global Nature Watch vient maintenant apporter, l'innovation qu'il veut apporter, c'est de rassembler toutes ces informations qu'on a sur les forêts ou sur les autres types d'écosystèmes naturels et donner toutes ces informations géospatiales, satellitales, les recherches, tout ça, leur donner à tous les utilisateurs dans un langage vraiment simplifié. Donc, c'est ça l'innovation que Global Nature Watch essaye d'apporter. Transformer des données, comme Guillaume, tu pouvais le dire, les données qu'on retrouve dans les rapports scientifiques qui sont souvent avec des thèmes pas compréhensibles pour le profane,
Donc, Global Nature Watch essaie d'utiliser cette IA pour ramener ces informations-là de manière compréhensible à tout public. Donner l'information de où se produit la déforestation, où évolue et comment évoluent les systèmes naturels ou bien comment évoluent les actions de restauration aussi dans les paysages qui nous entourent. Je vais encore revenir un peu, bon ça je crois que j'ai déjà pas mal parlé, j'ai présenté Global Nature Watch, on va le voir tout à l'heure dans une petite phase de démo. Il se présente vraiment comme un système interactif, comme on parlait des chatbox, où on peut simplement, comme ChatGPT, si on a une question sur la forêt, sur les autres systèmes naturels, et on veut comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans telle localité, comment évolue la forêt dans telle localité et tout, quelles sont les actions de restauration naturelle. On tape simplement la question en langage très simple et Global Nature Watch se chargera d'aller puiser les informations dans ces bases de données et fournir dans cette information, vous voulez fournir cette information. Et Global Nature Watch, vous pouvez l'avoir en plusieurs langues, c'est-à-dire vous pouvez écrire en français, vous pouvez écrire en anglais, en espagnol, et vraiment l'information vous est aussi retournée dans la langue dans laquelle vous avez écrit. Donc, parlons un peu des données, parce qu'à la fin, comme tu as dit, Guillaume, chaque organisation qui met en place un système d'intelligence artificielle déjà puise d'abord de ses propres données. Donc, les données que nous avons dans Global Nature Watch sont des données qui sont puisées par Land Carbon Lab, qu'on retrouve dans Land Carbon Lab et qu'on retrouve aussi dans Global Forest Watch et Landmark. Bon, on ne va pas faire des présentations, mais juste pour dire, Land Carbon Lab, c'est ce système qui donne les données sur les espaces naturels de manière générale. Global Forest Watch, ce sont les données sur le suivi forestier mondial. Et Landmark, c'est les explications, merci beaucoup, ce sont les données sur les terres occupées par les communautés locales. Donc, les données que nous avons là, je peux vous garantir, sont des données qui sont menées par plus de 200 scientifiques issus de 20 instituts de recherche. Et ce sont des données qui viennent des rapports éprouvés et validés par des pairs. Donc, tout à l'heure, on voyait que l'une des gros risques avec l'IA, c'est qu'on peut avoir des données erronées et tout. Donc, dans Carbon Lab, dans Global Nature Watch, les données que vous avez là, ce sont des données qui ont été vérifiées et qui sont des données qui ont au moins ce niveau de confiance et de crédibilité auprès des pairs. Et voilà, je vais avancer. Donc, encore sur les données, les types d'ensemble de données que vous allez retrouver dans Global Nature Watch, il y a les données sur les suivis des écosystèmes, avec tout ce qui comporte les gains en couverture arborée ou les pertes en couverture arborée, en couverture forestière. Vous allez aussi trouver des données sur les étendues des prairies, comme je pouvais dire. Il y a les ensembles de données sur l'évolution de la couverture terrestre. Là, à l'intérieur, nous avons tout ce qui concerne les alertes mondiales de perturbation de la végétation. On a aussi tout ce qui concerne aussi la perturbation des sols et aussi des données qui concernent aussi la couverture terrestre mondiale et leurs différentes évolutions. Il y a aussi les données sur, pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui concerne l'atténuation au changement climatique, donc les données sur les gaz à effet de serre, où vous pouvez, avec ces données, faire le suivi des émissions de gaz à effet de serre ou bien aussi la capture ou l'absorption des gaz, du carbone forestier. Donc, vous avez des données là. Et nous avons aussi un ensemble de données sur le suivi agricole, où on voit là des superficies de prairies naturelles et semi-naturelles. Et encore, nos équipes sont constamment en train de développer, de mettre à jour ces systèmes et tous ces ensembles de données. Et régulièrement, ces données seront mises à jour sur nos plateformes et vous aurez toutes les informations qui vont avec. Donc, cette slide, si c'est pour vous montrer un peu comment ces différents ensembles de données que je viens de présenter, mais aussi comment ils se présentent dans Global Nature Watch. Tout à l'heure, on va voir avec leurs couleurs, avec leur stratification, si je peux utiliser ce terme compliqué. Donc, voilà, on a les données, vous voyez, en premier lieu, bon, malheureusement, c'est en anglais, Global Land Cover, qui est simplement les données, la couverture terrestre mondiale. On a, tout en bas, on a le Tree Cover Loss, qui sont les données de perte de couverture arborée et consorts. Alors, comment est-ce que Global Nature Watch marche? Je ne vais pas trop m'attarder parce que Guillaume, tu as fait une très belle présentation comment les IA marchent, le système IA. Vous avez une intention, vous avez une question,
vous entrez votre question dans le chat de Global Nature Watch et nos agents d'IA réfléchissent pour comprendre votre question. Ils recherchent aussi comment catégoriser votre question. Ensuite, après ça, il travaille à récupérer les données de qualité. Donc, il va dans les bases de données de Global Forest Watch, de Land and Carbon Lab, de Landmark. Il compile ces données de qualité-là. Il est traduit dans un langage simple. Ça, c'est par la suite. Donc, il traduit toutes ces informations que vous avez demandées dans un langage simple. Et ensuite, il vous renvoie la réponse sous une forme de, bon, comme une conversation, mais aussi, il peut aussi vous fournir des graphiques, des statistiques, s'il y en a. Il vous fournit tous les chiffres, bref. Toute cette base de données que nous retrouvons dans nos plateformes, il vous les remet sous une forme directement exploitable. Alors, cas d'utilisation, on peut utiliser données Global Nature Watch. En fait, n'importe qui peut les utiliser, que vous soyez du secteur public, que vous soyez un agent de la restauration des forêts, que vous soyez de la société civile, même des institutions financières. N'importe qui peut vraiment utiliser Global Nature Watch. Et voilà. Et l'intérêt que nous avons, c'est vraiment de permettre à ce que tout le monde puisse avoir l'information qui peut l'aider à trouver l'action qu'il faut pour préserver les forêts. Comment ça marche aussi? Cas d'utilisation, on va faire une petite démo de quelques secondes. Donc, vous voyez là, oui, on va passer sur un autre slide, la slide de la démo. Donc, si vous voulez tester Global Nature Watch, vous tapez globalnaturewatch.org. C'est assez facile de retenir et même de taper. Vous voyez, il y a encadré là, il y a Explore des previews. Donc là, on est sur le vrai site maintenant. Voilà, là, nous sommes sur le site de Global Nature Watch. Merci, Guillaume. Donc, là, vous avez cette interface lorsque vous tapez le lien. Vous avez la possibilité soit de taper votre question dans ce petit chat box là, ou bien vous avez la possibilité de taper sur l'onglet tout en haut là, Explore des previews. Là, ça dépend de vous. Et ici, là. Voilà. Mais pour Explore des previews, c'est plus facile. C'est ceux qui ont déjà leur compte Global Nature Watch, bien, qu'ils ont déjà créé un compte, même dans Global Forest Watch, vous avez déjà un compte dans Global Forest Watch. Vous utilisez juste votre adresse email qui a été utilisée pour créer votre compte. Donc, pour ça, bon, les curieux, vous pourriez explorer la plateforme après. Donc, voilà un cas d'exemple qu'on va voir. On va taper une question assez simple. Combien d'alertes de perturbations forestières ont été détectées dans la région de l'Est au Cameroun au cours des 6 derniers mois et où se concentrent-elles? Donc, on pose cette question-là. Sans se connecter, il n'y a pas besoin de se connecter. Bon, si. Ah ben là on n'est pas connecté. Hein. Là, OK. Et on pose la question, on fait juste go et ça part. Et ça part. Alors, on l'a fait tout à l'heure pour préparer un peu la démo, pour ne pas être surpris. Et donc, ici, c'est exactement ce qu'on voit. Donc, on retrouve ici la question qu'on a posée. Combien d'alertes de perturbation? Voilà. Donc, lorsqu'on pose cette question, voilà ce qui va s'afficher après. Cette interface-ci, où vous allez retrouver des réponses. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, la réponse vous est donnée déjà dans le chat box en réponse simple, mais vous avez des surplus. On vous montre toutes les bases de données qui ont été exploitées pour avoir cette réponse-là. Donc, il y a les cartes administratives qu'on retrouve dans Global Forest Watch qui ont été exploitées. Vous allez retrouver aussi les couches de données, les différents types de couches. À votre droite, là, vous retrouvez les couches de données, les graphiques que vous allez revoir aussi dans Global Forest Watch. Et ce qui est intéressant avec Global Nature Watch, c'est qu'elle vous fournit une fois l'analyse. Donc, vous n'avez plus besoin, elle vous propose une analyse en fait. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller encore faire ces analyses par vous-même. Donc, elle vous fournit la réponse de manière, avec des analyses, bien évidemment, et elle vous donne les sources de données. Et vous avez la possibilité de télécharger ces sources de données-là. Elles sont les sources de données là? Oui, tout en bas. Lorsque vous descendez en bas, oui, tout en bas, là, vous allez voir. Ici, là? Oui. Oui, en bas, comme c'est un peu l'écran un peu loin de moi. Oui. Donc, déjà, vous voyez les sources de données, quand vous voyez là où il y a l'heure, 17h55, vous voyez l'icône là, qui est à côté de l'heure. Cette icône-là… Hop, justement. OK, je vais passer un peu le temps de…
Non, c'est pas ça. Bon, je suis en train de montrer tout ce que je voulais cacher. C'est bon. À découvrir Voilà, les secrets. Voilà, c'est pas grave. Ici. D'accord, merci. Ok, je vais regarder si c'est plus facile. Pardon? Ici, là? Ici? Je crois que c'est ici que je vais regarder. L'heure? Ok, non, ok, oui, je montrais ici. Si vous voulez voir d'abord la source de données, vous allez regarder où il y a l'icône ici. Ah, cette icône-là. Voilà, Ok. cette icône, ça c'est l'icône de Land Carbon Lab. Donc, toutes les informations qui vous ont fournies au-dessus. Ah, c'est pas partagé. Oh là là. oh là là. Alors, excusez-nous en ligne. On ne partage pas le bon document. C'est notre erreur. C'est ça la technologie. On voulait être parfait et on n'a pas été parfait. Et on partage cette fenêtre. Ok. Donc là, maintenant, en ligne, Nathan, tu me confirmes que les gens voient. On se bat, hein? Donc, tu es en train de montrer ici, là, donc en ligne, j'espère que vous voyez en bas à gauche, au niveau de l'heure, on voit que ça, c'est des ressources ici du site Land and Carbon Lab. Land and Carbon Lab. Voilà. Donc déjà, vous voyez sur la carte interactive, vous voyez déjà, puisque vous avez donné une localité, vous avez parlé de en fait, dans la question, on a demandé l'Est du Cameroun. Donc, vous avez la carte de l'Est du Cameroun qui situe, en fait, votre question. Et toutes les informations qui sont données, si vous regardez à votre droite là, vous voyez analysis et le reste. Donc là, ça vous montre tous les types, les sources, les données en fait, les ensembles de données qui ont été utilisés pour ressortir votre analyse. Donc du coup, vous avez à la fois la donnée et vous avez à la fois l'analyse qui va avec les données. Et vous pouvez les télécharger, vous pouvez faire des captures d'écran et vous pouvez le partager. Ah, on peut download ici, là. Oui, on peut download sous forme CSV. Donc ici, pour l'instant, le téléchargement se fait soit sous CSV pour les données brutes, soit en image. Donc, vous pouvez télécharger ce graphique sous forme d'image. Donc, pour les développeurs, là voilà. Bon, moi, je touche à tout, là, pardon. Tu touches à tout. Donc là, pour les développeurs, vous avez aussi les codes sources. Bref, ça, c'est déjà pour les techniciens. Donc, en bas, vous allez voir encore, vous voyez Map Layers, qui est juste tous les couches de données qui ont été superposées pour faire l'analyse et vous ressortez cette analyse-là dans votre chatbot, dans votre chatbot. Donc ici, l'IA Assistant. Donc, voilà, si tu descends un tout petit peu, vous avez là la réponse, les propositions de réponse de l'IA, de l'assistant IA, qui répond à votre question. Et à la fin, il vous propose une question de suivi. Donc, et il vous demande ce que vous voudrez faire. Donc, il vous fait des suggestions. Si vous êtes satisfait et que vous voulez continuer dans le sens qu'il vous a proposé, bon, vous pouvez choisir une question. Si vous avez une autre question, mais vraiment dans un type conversationnel, vous lui dites, bon, non, moi, je vais plutôt savoir ça. Et il va refaire le même exercice encore et encore jusqu'à ce que vous trouviez satisfaction. Donc, et ce qui est aussi intéressant avec cette plateforme, vous avez la possibilité de, si vous êtes un peu plus nanti, vous avez plus de connaissances sur la thématique et que vous trouvez que l'information qui est donnée, peut-être il y a une petite erreur ou une incompréhension, vous avez la possibilité d'une fois de faire votre feedback sur cette plateforme. Mais on va revenir après en ce qui concerne les feedbacks. Donc, en gros, voici Global Nature Watch. Vous pouvez copier les réponses, vous pouvez faire le suivi. Vraiment, vous pouvez jouer avec l'ensemble des données. C'est ouvert, c'est accessible à tout le monde. Okay. Je crois qu'on peut sortir de la démo pour rapidement courir parce que j'ai plus beaucoup de temps. On va garder un peu de temps pour les questions. Oui. Parce que je suis sûre qu'il va y avoir des questions. Voilà. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est WRI seul qui a développé cette plateforme? Non, nous ne sommes pas seuls. Il y a des grandes équipes. On a aussi des partenaires, que ce soit des partenaires financiers, des partenaires aussi de gestion de recherche. Donc, c'est toute une machine qui travaille derrière pour fournir l'information la plus juste, la plus accessible, pour rendre l'information très accessible et exploitable à tous. Donc, on peut avancer. Voilà, où en sommes-nous? Global Network, nous sommes au début.
Donc, il a été officiellement lancé en septembre 2025. Nous sommes à la fin où nous testons, où nous apprenons, où nous sommes en train de former notre système d'IA. Et voilà, c'est un travail que nous voulons ouvert et collectif. Donc, nous invitons tout le monde qui se sent intéressé à aussi contribuer à renchérir le développement de cette plateforme pour qu'à la fin, nous ayons davantage de données facilement accessibles et parce qu'ils peuvent aider à prendre des décisions sur l'évolution ou de la couverture naturelle dans le monde. Oui. Voilà, une fois de plus, vous pouvez cliquer sur Global Nature Watch. Si vous voulez mieux comprendre, vous cliquez. Et nous avons un onglet lorsque vous entrez dans la plateforme. Il y a dans la barre de menu, il y a Help. En cliquant dessus, vous avez toutes les informations que vous pouvez désirer avoir sur la plateforme. Il y a des informations et des liens à propos de Global Nature Watch, comment est-ce qu'on a évolué dans son développement, où nous en sommes. Il y a des données, enfin des informations sur l'ensemble des données si vous voulez davantage comprendre à quoi renvoient ces ensembles de données. Vous pouvez cliquer là. Il y a plein d'autres ressources que vous pouvez exploiter. C'est ouvert et accessible à tous. Et comme j'ai parlé tout à l'heure des feedbacks, ce sont les feedbacks des utilisateurs qui permettent de renforcer la plateforme. Donc, nous vous invitons à rapporter ces feedbacks-là sur la plateforme, comme on a vu tout à l'heure. Lorsque vous avez votre réponse, les feedbacks, vous pouvez juste laisser un pouce si vous êtes d'accord avec les réponses qui sont fournies. Vous mettez un pouce, c'est un bon feedback pour nous. Si vous mettez un pouce en l'envers, c'est aussi un bon feedback parce que ça nous montre aussi que l'information doit encore être vérifiée. Et voilà. Donc, pour résumer, voici Global Nature Watch. Global Nature Watch vous permet d'explorer vos zones d'intérêt, donc les thématiques d'intérêt. Si vous voulez connaître les sujets en lien avec l'agriculture, les forêts, changement climatique et tout, vous pouvez vraiment poser votre question en fonction de cette zone d'intérêt, soit les zones ou les domaines. Ça vous aide à comprendre la recherche, parce qu'il y a tellement de recherches qui sont faites, mais qui ne sont pas publiées ou accessibles. Global Nature Watch apporte cette compréhension-là. Ça vous permet d'analyser les données géospatiales, les données satellitales, les données de recherche scientifique et autres. Ça vous permet aussi de répliquer les analyses parce qu'en même temps, si vous voyez une méthodologie qui est faite, vous pouvez aussi vous inspirer de cette méthodologie que Global Nature Watch vous fournit. Et là, même pour les développeurs, si vous voulez aussi développer votre propre système d'IA, nous avons les codes sources, bien du moins tout ce qui est pour les développeurs, en tout cas, vous comprenez ça, pour les développeurs. Et extraire aussi les analyses, vous pouvez aussi extraire les analyses directement de la plateforme. Mais je ne veux pas terminer ma présentation parce que c'est ma dernière slide. Je ne terminerai pas sans rappeler que nous sommes en phase expérimentale. Donc, il y a aussi des possibilités qu'il y ait des erreurs. Donc, c'est où les feedbacks sont très importants pour tout le monde, pour nous comme pour tous les utilisateurs, afin que la plateforme soit plus accessible, soit plus intéressante pour tous et pour nos forêts. Voilà. Merci beaucoup, Fanuela. Je vous propose d'applaudir Fanuela pour cette présentation très complète et pour ce super outil qui, j'espère, vous l'avez compris, illustre exactement ce que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est vraiment un outil qui est très technique. Vraiment, je serais curieux d'en savoir encore plus qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que arriver à mélanger les données narratives, le texte, avec les données de géodata, c'est un gros travail. Vraiment, moi, de ce que je vois, c'est vraiment très technique. J'ai apprécié parce que dès le début, on a posé une question, je ne sais pas si on peut le remontrer, mais en fait, à notre question très simple, combien d'alertes de perturbation, on a eu une réponse très simple qui était là. Donc, on a vraiment, en français pour tout le monde, on a l'information et ça peut aller très loin parce qu'on peut même exporter tout le code pour le reproduire. Tu nous rappelles combien ça coûte, comment on peut y accéder? Donc, c'est gratuit. C'est gratuit. Pour accéder à la plateforme Global Nature Watch, oui, vous avez juste besoin d'une connexion.
Internet. Et- Donc, vous et- ne payez pas la connexion Internet. Chacun doit payer la Bon, oui, sienne. chacun paye sa connexion naturellement. Pour ça. Voilà, donc vous avez votre connexion, vous tapez juste le lien, vous vous connectez. Vous pouvez vous connecter comme nous sommes passés par un moyen ici, sans avoir à créer un compte. Mais si vous voulez que toutes les recherches que vous faites dans Global Forest Watch soient enregistrées, là, vous pouvez créer votre compte et encore la création du compte est aussi gratuite. Moi, je suis Donc, connecté apparemment. Hein. Oui, bon, là, tu étais déjà Moi, je suis enregistré. un ancien déjà du système. Voilà. Très bien. Donc, Merci beaucoup, Fanuela. On a énormément parlé. Je voudrais maintenant justement profiter des 15 dernières minutes pour pouvoir prendre quelques questions ou commentaires sur le sujet. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans le... Alors, peut-être pour aller vite, Nathan, je te propose de nous lire les questions directement plutôt que de donner la parole. D'accord. On a deux questions dans le chat. On a une question de Vincent Antoine. On a une question de Martin et Didier. Demande quels sont nos niveaux de fiabilité et de fausse réponse. Le taux de niveau de fiabilité et taux de fausse réponse. Alors, on prend deux questions peut-être. Oui. S'il y en a une autre un peu liée. OK. Et une autre question, c'est de M. Neboumousla. Il demande si elle permet de quantifier aussi le volume de carbone par séquestration. Le volume de carbone par séquestration. Donc là, on a un expert qui a une question très technique. Et une autre question technique. Non, mais très bien, hein, c'est un outil technique et il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, Je tout à vois fait, que ce sont des Fanuela n'a pas l'air de trembler face à la question. Donc, Le nouveau qui demande est-ce que c'est encore les PFNL? Les PFNL. PFNL, ok. Prise en compte des PFNL, ok. Alors, les PFNL, pour ceux qui ne savent pas, c'est les produits forestiers non ligneux. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas experts de la forêt ici. Tu as trois questions. Oui. Elles sont pour toi, celles-là. Ah, trois costaudes questions. Merci beaucoup. Déjà, je vais réaliser ces questions parce que ça montre l'intérêt. Ça montre que la présentation était suivie. Donc, pour le niveau de fiabilité, ce que je pourrais dire par rapport à ça, bon, on n'a pas encore une réponse très claire par rapport à ça, parce que c'est encore expérimental. Mais les données, puisqu'ils se basent, Global Nature Watch tire ces données des plateformes qui ont été longtemps éprouvées, qui ont été longtemps utilisées. Donc, je parle de Global Forest Watch et Land and Carbon Lab et même aussi Landmark. Ce sont des données que les utilisateurs utilisent déjà depuis des années. On est passé par des séries de tests, vraiment, ces outils ont été éprouvés. Donc, pour les données, je peux vous rassurer que la fiabilité, elle est là. Ce sont les données qui peuvent être exploitées. Mais encore, pour chaque donnée que vous retrouverez dans nos systèmes, ou bien dans nos plateformes, il y a toujours une explication de comment utiliser ces données et des limites de ces données-là. Parce que je prends un exemple très simple. Quand on parle les données de la couverture, en fait, de la perte de la couverture arborée, certaines peuvent penser que quand on parle de couverture arborée, c'est des forêts, automatiquement. Or que non. Couverture arborée, il y a les forêts, oui, mais il y a aussi des plantations qui peuvent être forestières ou même agricoles. Donc, j'ai pris cet exemple pour montrer que pour chacune de ces données-là, voilà, oui. Donc, pour chacune de ces données-là, il faudrait toujours revoir l'explication qu'on a mis derrière la donnée pour être sûr de l'utiliser efficacement et dans le bon contexte. Voilà. Donc ici, voilà. Et merci Guillaume de montrer ça parce que quand les informations se sont données dans Global Nature Watch, vous pourriez avoir des réponses qui vous donnent des précautions d'usage. Donc, qui vous donnent des limites que, OK, pour telle donnée, faites attention, n'utilisez pas dans tel contexte, ou bien allez toujours éprouver ces données avec les contextes nationaux, avec des données nationales, pardon. Parce que ça, la majorité des données que nous avons dans Global Forest Watch, alias, du moins dans Global Nature Watch, ce sont des données qui sont, je dis bien la majorité, qui sont à l'échelle nationale, mondiale. Donc, il est toujours bon d'aller les confirmer avec les données nationales pour être sûr qu'on exploite la donnée de manière efficace. J'espère que la réponse est bien. Pour rebondir sur ce que tu dis là, Mhm. je trouve que c'est extrêmement malin de non seulement donner la donnée, mais d'expliquer. Parce que moi, j'y connais rien, évidemment, donc je découvre. Donc là, on a demandé le changement de végétation
mais il précise bien que ça ne distingue pas les causes humaines, déforestation, Ouais. des causes naturelles. Mhm. Bon, ben voilà, ça c'est le genre d'erreur dans lequel on pourrait tomber si on avait des données un peu brutes et avoir des... Oui, oui, tout à c'est fait. super. Donc, pour chacune de ces données, vraiment, prenez la peine aussi de... C'est vrai, on va dire que c'est pour un public large, mais quand même, tel que les données sont expliquées, tout le monde peut comprendre. Donc, quand vous utilisez une donnée, comprenez qu'est-ce que la donnée renvoie comme information. Il y a toujours des cautions qui sont mis là, pour dire, bon, dans tel cas, allez associer ces données à telle autre donnée. Donc, voilà sur la première question. J'espère que j'ai bien répondu. Sur la deuxième question, quant à la quantification de carbone, la séquestration, oui, vous pourrez avoir les informations là-dessus parce que dans Global Forest Watch, même dans l'ANA Carbon Lab, on a un ensemble de données on a des ensembles de données sur les flux de carbone, c'est-à-dire les flux en termes d'émissions et en termes d'absorption. Donc, vous pouvez avoir, vous pouvez taper, vous pouvez faire le test pendant qu'on échange. Dire, hein. Vous On va pouvez partager le lien directement, mais sinon Oui. c'est facile à trouver. Voilà. Je vous partage le lien, mais faut poser la question, hein, c'est la meilleure façon de savoir si ça marche. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de tester, ça ne va pas bugger. La plateforme ne va pas bugger. Oui. Bon, je vais laisser Nathan aller chercher. OK. Donc, pour la deuxième question, oui, affirmatif, vous pouvez avoir les données quantifiées de carbone par séquestration ou bien même aussi par émission. Sur les PFNL, je dirais non. Malheureusement, bon, pas malheureusement, pour l'instant, nous n'avons pas des données spécifiques sur les produits forestiers non ligneux. Et comme encore j'ai dit, on peut retourner à ma slide sur l'ensemble des données que nous retrouvons dans Global Nature Watch. Il y a la slide avec les données. Voilà, cette image-là. Oui, voilà. Donc, pour le moment, voici l'ensemble des données que vous retrouverez. Quand je dis l'ensemble des données, ça veut dire qu'il y a plusieurs catégories, il y a encore des sous-données que vous trouvez dans chaque ensemble. Voilà, donc voici les différentes catégories de données que vous trouvez pour l'instant dans Global Nature Watch. Mais bien évidemment, nous sommes très ouverts à étendre ces ensembles de données. Si nous avons suffisamment de la ressource, de l'information, on peut l'intégrer. Et si c'est aussi à la demande, parce qu'il y a tout un processus pour intégrer les nouvelles données dans nos bases. Donc, si les informations et les données que nous avons sont pertinentes, on peut les intégrer au fur et à mesure. Alors, je vais poursuivre la question. À qui on demande si on a un besoin. Moi, j'ai demandé, par exemple, la production de Moabi au Cameroun, parce que je voulais savoir quelle était la quantité. J'ai pas encore vu la réponse. Si on a des questions comme ça, auxquelles on voit qu'ils répondent pas, ou alors, au contraire, si on a des données, peut-être qu'il y a des organisations qui ont ces données-là, ils veulent vous les fournir, en disant, mais tiens, vous les avez pas. À qui on s'adresse? À London Carbon Lab. Donc, il y a un lien. Que tu as partagé tout à l'heure. Oui. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui répond. Oui, oui. Il y a des équipes, pas qu'une personne. C'est toute une équipe, là. Oui. Donc, si vous avez des questions, des feedbacks, bref, des propositions, voilà l'adresse dédiée. Et vous pouvez aussi passer par le personnel WRI dans les différents pays. Au Cameroun, nous avons une représentation. Donc, vous pouvez passer par l'équipe de WRI au Cameroun qui aura le plaisir de relayer votre demande à l'équipe en charge du développement de la plateforme. Et quelles sont ces grandes orientations? Parce qu'on voit que pour l'instant, c'est très orienté climat, forêt, ressources naturelles. Est-ce qu'il est dans les objectifs d'aller peut-être sur de la conservation des animaux, savoir s'il reste encore des éléphants au Cameroun ou pas, ou des questions sur l'agriculture? Donc là, on a posé les questions sur les PFNL, mais si on veut savoir la production de maïs au Cameroun, c'est des choses qui sont dans les prévues? Oui, c'est tout à fait. L'esprit derrière, c'est d'avoir une plateforme qui permet de suivre en temps réel, bien quasi réel, les évolutions des changements dans les systèmes naturels. Et à l'intérieur des systèmes naturels, on a forcément la biodiversité. On a forcément, comme on a les données de carbone, on a aussi les données de la biodiversité. Et on a aussi d'autres données, même, on les appelle comment, les données sur les hautes valeurs de conservation. Donc,
il y a cet ensemble de données-là et naturellement, comme j'ai dit, naturellement, nous sommes ouverts à intégrer les nouvelles données tant que cela est utile pour les utilisateurs, parce que nous travaillons pour les utilisateurs. Et si les données sont disponibles, vraiment, nous serons ouverts à les intégrer dans la plateforme. Mais encore pour comprendre les données disponibles, je vous invite vraiment à aller, comme je vous ai montré dans Help, là, et d'aller après dans Datasets, de regarder tout l'ensemble des données que vous avez là à l'intérieur, pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a comme information dans Global Nature Watch. Ok, magnifique. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, peut-être des ajouts, parce que je sais qu'ici, il y a des personnes de WRI qui connaissent bien le système, qui veulent rajouter quelque chose? Quand on parle de la réponse, c'est très compliqué, puisque de la ça fait pratiquement un an, et même moins d'un an, et la plateforme encore a beaucoup d'expérimentation. Mais pour ceux qui posent des questions, ils doivent comprendre aussi, comme on l'a montré, que la plateforme est basée sur les données en lien de l'espace. Géodata. Et puis, et quelqu'un a posé la question sur les PFNL. C'est vrai, c'est un sujet très important. Mais je dois rappeler PFNL comme même les données d'inventaire forestier. Ce sont des données qui ne sont pas assez, vous voyez, même au niveau du pays, avec la problématique de la transparence, la problématique des conventions commerciales pour les réceptions de nos ressources. Les données d'inventaire ne sont pas vraiment agrégées et disponibles pour être accessibles. Tout qui a doit d'abord se focaliser sur une base de données existante et publique pour pouvoir aller tirer des données et analyser et rendre à celui qui est en train de poser sa question. Si je comprends bien, il y a au niveau d'exigence sur le type de données que vous publiez. Si moi, je viens demain avec une étude en vous disant, moi, j'ai mon étude sur les BFNL, j'ai des données, si je vous envoie le document, le fichier, vous le mettez en ligne ou pas? Non. Bon, ce sera que ce soit lié aussi à une thématique claire sur laquelle on travaille déjà. Mais moi, je parlais de la vérification des données, de la qualité des données. Moi, je suis Guillaume, j'ai fait mon étude, je suis sérieux, mais est-ce que vous le mettez en ligne ou est-ce qu'il y a des protocoles pour vérifier? Il y a des protocoles. Je suis un peu délicat. Je vais prendre le cas d'une autre plateforme en lien avec le commerce international du monde. Si vous voulez publier, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent publier les données dedans. Si vous êtes une société forestière, vous voulez faire la publicité de votre société sur le marché international, vous signez un protocole d'accord. Et puis, sur la base des clés de légalité de tel pays, on dit voici, nous acceptons 24 de documents et vous acceptez de publier ces documents, même si c'est le plus sensible. Et si on a demandé le document complet, ne dit pas que non, je vais photocopier la couverture et publier. Si vous acceptez, acceptez aussi l'intégralité du document. Donc, il faut que le protocole clair au départ. Il y a aussi peut-être dans ce type de plateforme effectivement importante, si vous voulez, vous êtes une OSI, vous voulez publier un rapport d'observation des femmes. Quand pas juste parce que vous êtes allé sur le terrain, collecter des données, produire un rapport par non, on vous donne le canevas de publication. D'abord, pour qu'un rapport soit publié, quelles sont les étapes de validation et quelles sont les instances qui doivent valider, par exemple. Est-ce que était prévu que l'administration le niveau de données digitales est taillée? Est-ce que ça se rapporte à quel article de la loi de la déflation ou ils appellent ça quoi, tout ce qui est supposé être une infraction. Ça se rapporte à quel article de la loi? Il faut que ce soit très bien clair. Et avant qu'on ne publie ce genre d'informations-là. Donc, quelqu'un ne peut pas seulement dire j'ai travaillé sur telle chose, voici mon rapport publié.
Donc ça Ouais. vient à la réponse des gens du style, quelle est la fiabilité? La fiabilité. Il y a le risque de l'IA qui parfois peut Ouais. tordre les données, ça on le sait, mais la source, source, ok. il y a un haut niveau d'exigence pour s'assurer que les données qui sont là. Donc si moi je fais un rapport, je peux m'inspirer des données, je peux récupérer les données, les mettre dans mon rapport et sourcer pour dire que les données sont là et comment je les ai trouvées et les justifier. C'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Donc, en fait, il y a des protocoles. Il y a un protocole de qualité, d'assurance qualité, donc par lequel toutes les données passent. Donc, ce sont des données, j'ai dit tout à l'heure, ce sont des données éprouvées par plusieurs scientifiques renommés. Donc, si vous avez une donnée d'un Global Nature Watch, sachez que ça c'est passé par le processus comment on dit, Data Quality Assessment. En français, je ne sais pas trop. Voilà. Mais donc, si je comprends bien, parce que la difficulté par rapport à d'autres systèmes, c'est que vous allez chercher les informations dans des bases de données et vous mélangez tout ça. Donc, c'est difficile de regarder la source directement. Parce que dans d'autres systèmes, quand vous regardez la source, on a juste à dire j'ai pris ça dans tel rapport. Donc, je te donne l'information, mais l'information, tu peux la retrouver sur le rapport. Donc, moi, je peux lire le rapport, vérifier ce que l'IA a donné est vrai. Vous, c'est plus compliqué parce que vous travaillez sur des données qui sont déjà complexes que vous retravaillez. Mais si je comprends bien, je peux garder le lien, la source, puisque j'ai vu qu'il y avait il y avait même le fichier qui détaillait toutes les opérations. Donc, je peux conserver ça pour le mettre dans mon rapport. Et quand on va me demander, mais ton chiffre, tu le sors d'où? Est-ce que tu peux le justifier? Est-ce qu'il est valable? Je peux montrer un moment ce calcul en disant, voilà, c'est exactement ça, on peut l'auditer. Effectivement, ça, hein? Oui, c'est ça. Donc, Donc, l'analyse que vous recevez en réponse à votre question dans Global Nature Watch est accompagnée des données et leurs sources. Et lorsque vous entrez dans leurs sources, vous avez même jusqu'à voir la méthodologie qui a été employée pour avoir la donnée en question. Vous avez les auteurs de ces sources-là. Donc, vous avez vraiment… Là, tu parles de fichiers PDF. Pour dire, c'est ça? On peut accéder parfois à des rapports dans des fichiers PDF. Ça peut être ça, les sources? Ou c'est vraiment des bases de données vraiment… Donc, ce sont des données géospatiales. C'est que des données géospatiales. Principalement les données géospatiales. Donc, ils ne sont pas faciles à vérifier pour le commun des mortels. Mais vous faites ce travail-là d'analyse, quoi. C'est justement l'idée que vous les rendez accessibles et vous les retravaillez pour que le commun des mortels puisse comprendre le voir. L'utiliser. Oui, par exemple, il y a une liste alerte. Oui, on l'a vu ici, liste alerte. Et parfois, on doit maintenant, on dit dans quel type de base de données. Disturbance alert. Et quand vous partez là-bas, si ça vient, par exemple, de la plateforme Global Forest, quand vous le partez maintenant dans la plateforme Global Forest, vous voyez les listes alerte. Cette information-là. Chez la zone spatiale. Et maintenant, sur la couche, sur le nom de la couche, dans la plateforme dont ces données-là proviennent, il y aura les métadonnées. Ça veut dire que vous pouvez cliquer sur la couche d'information elle-même. On vous donne une publication sur les auteurs et sur la méthodologie qui a été faite là. Très bien. Vraiment, on voit que c'est un outil qui s'adresse au très grand public jusqu'aux experts qui ont besoin de faire des analyses compliquées. Vu qu'on arrive au bout de l'heure, je vais respecter le timing de la vidéoconférence. Je vais remercier tous les gens qui nous ont suivis en ligne. Je pense que vous avez les données dont vous avez besoin. Vous avez nos coordonnées. On vous partagera la présentation. On va peut-être la compresser un peu avant, mais on va la partager. Comme ça, il y aura les données il y a des adresses email si on veut en savoir plus. J'ai vu qu'il y avait quelques contacts. Donc, vous avez toutes les informations qu'il faut. Et nous, on va continuer à discuter un peu, puisqu'on a la chance d'être en présentiel et de poursuivre les discussions.
On va faire un petit coucou à tous ceux qui sont en ligne. Alors, je vais peut-être, juste pour terminer, partager, voilà, pour voir que tout le monde voit à quoi ça ressemble. Donc, on fait un petit coucou. Nous, on va continuer. On vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Et à une prochaine fois. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Super vidéaste. Hein. Voilà. Et on va couper là-dessus. On continue.